de la restauration collective avec les structures de l'ESS. Donc ce webinaire, il s'inscrit effectivement dans le cadre d'un partenariat entre la CRES Bretagne et le CNFPT. Et il s'inscrit également, j'y reviendrai tout à l'heure, dans le cadre de la semaine des achats socialement et écologiquement responsables qui a lieu du 19 au 23 mai, donc toute la semaine. Donc aujourd'hui, nous aurons une présentation en plusieurs temps. Nous reviendrons d'abord sur vraiment les marchés publics comme un maillon de la chaîne de valeur alimentaire. Donc on reprécisera un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire et partager un petit peu les enjeux qui nous semblaient essentiels pour développer ces achats en restauration collective de manière plus durable. Ensuite, on aura une intervention de Réséco sur les fondamentaux des achats publics responsables, avec la présence de Patricia Baudin. Et on a souhaité mettre en avant 2 retours d'expérience. Donc un premier retour d'expérience de Morlaix Agglomération, avec le MAB du 29 autour d'un accompagnement sur mesure des cantines du territoire. Et ensuite, un retour d'expérience de Questenberg Communauté avec la palette paysanne autour de la structuration de la filière par la mise en place d'une plateforme logistique territoriale. À la fin de ce webinaire, on vous partagera quelques ressources et des conclusions perspectives qui permettront aussi de projeter les suites et les actions à mener sur ces enjeux-là. Donc, je vais, avec ma collègue Lisiane, introduire ce webinaire. Pour commencer, très rapidement, vous représenter la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Simplement vous redire que les CRES donc sont des associations, qu'il y a une CRES par région administrative, puisque c'est inscrit dans la loi de l'ESS, et qu'elles ont notamment pour rôle de représenter et de soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire sur leur région. En Bretagne, il s'agit à peu près de 110 réseaux et organisations locales qui sont réunis. Et on est à Rennes une vingtaine de salariés à travailler sur les enjeux de l'ESS en Bretagne. La particularité bretonne, c'est qu'on a un écosystème breton organisé autour des pays. Donc aujourd'hui, il s'agit de 19 pôles de l'ESS qui sont basés sur l'ensemble du territoire breton, ainsi que 4 incubateurs d'entreprises qu'on appelle les TAG. Et toutes ces coopérations entre ces structures nous permettent à la fois d'avoir des actions à portée régionale, mais en même temps avec un fort ancrage local et de pouvoir suivre des dynamiques territoriales et des remontées d'initiatives inspirantes et intéressantes à partager. Et donc nos travaux s'inscrivent dans le cadre de la SRESS, donc qui est la stratégie régionale de l'ESS, qui est coélaborée par les acteurs de l'ESS avec notamment l'État, la région, les départements, mais aussi des EPCI et des structures de l'ESS. Et c'est vraiment un espace stratégique pour pouvoir analyser collectivement les enjeux de l'ESS dans la région, de coordonner les actions de l'ensemble de ces acteurs. Et donc les stratégies, elles sont déclinées sur des périodes de 4 ans et elles sont présentées lors d'une conférence régionale. Et Lisiane y reviendra tout à l'heure, les enjeux d'alimentation et d'agriculture durable sont bien présents dans cette stratégie. Voilà, donc effectivement, la conférence régionale qui est organisée tous les 2 ans et qui peut être un espace de dialogue, d'échange, de partage des enjeux. Alors là, vraiment d'une manière globale sur les enjeux d'économie sociale et solidaire, qui permettent du coup de le décliner sur des thématiques ou des méthodes d'intervention spécifiques. Je passe la parole à Lisiane. Oui, merci Mathilde. Du coup, avant de zoomer sur la restauration collective, je voulais vous représenter un petit peu quand même ce qu'on peut appeler les chaînes de valeur alimentaire qui vont représenter notamment tous les axes de mes missions autour de l'agriculture et de l'alimentation, c'est-à-dire organiser et représenter, soutenir les acteurs de l'ESS au sein de cette chaîne de valeur.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle chaîne de valeur? C'est tout ce qui va permettre d'alimenter l'assiette du consommateur. Donc, on a tout d'abord l'environnement, le territoire sur lequel on va prendre ses repas. Il peut y avoir de la pub, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont influer la consommation du consommateur. En amont, on va avoir la distribution. Donc, ça va être un des zooms sur lesquels on va travailler aujourd'hui sur la restauration collective publique. Mais on a l'ensemble des activités qui vont permettre à ce que les aliments arrivent jusqu'à l'assiette. Donc, on va avoir les commerces, les épiceries, les marchés, la restauration publique et privée, mais aussi les artisans, bouchers, boulangers, par exemple. Je vais aller assez vite sur cette partie-là, mais c'est important d'avoir un peu toutes les étapes. Les étapes de transformation aussi, hein, si selon les produits, initiaux et finaux, stockage, séchage, lavage, abattage, conditionnement, on va avoir différentes étapes possibles en fonction des produits. La production agricole, et aussi les pêcheries. Donc on va être vraiment au cœur de la production de l'alimentation humaine et animale, qui vont permettre, du coup d'apporter soit en direct à l'assiette du consommateur, soit basculer sur la transformation et la distribution. Et également l'amont, donc l'ensemble des éléments nécessaires à la production agricole. Donc on va parler de matériel, d'agrofourniture, mais aussi des ressources, eau, énergie par exemple. Bâtiments. Donc là aussi, on a un certain nombre d'acteurs là-dessus. Vous avez vu des petites poubelles apparaître. On l'oublie souvent, mais à chaque étape de la chaîne de valeur alimentaire, on va avoir de la gestion de déchets aussi à réaliser. Donc, vous connaissez certainement pour la restauration collective, c'est à chaque étape qu'on peut avoir ces éléments-là. Aujourd'hui, on va, donc je précisais 82 des agriculteurs adhèrent à une coopérative agricole, hein, donc font partie, de manière inhérente à l'ESS, à l'économie sociale et solidaire, qui va regrouper les coopératives, les mutuelles, les associations et les entreprises labellisées, ESS. Et donc si on zoome un petit peu sur la distribution, je vous présente quelques acteurs ESS de la distribution. Si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on a aussi des supports avec des cartographies des acteurs ESS de chacune des étapes. Sur la distribution, on peut recenser au niveau des commerces, épiceries, des marchés. Vous avez des associations de producteurs diverses et variées, des associations de consommateurs, plus de 90 AMAP en Bretagne, des commerces ESS aussi, multiservices, notamment en milieu rural. Et puis, on a aussi en grande et moyenne surface des biocoop, des coopératives TICOP, comme des Vénettes, etc. L'alternative que je nomme pour Questemberg Communauté. On a ensuite des circuits solidaires, plus sur les questions de solidarité alimentaire, de démocratie alimentaire, donc Cœur Résistant, VRAC par exemple. Et enfin, les acteurs de la restauration, publique ou privée. Donc à nommer, c'est pas exhaustif non plus, mais on a des structures d'approvisionnement ou de logistique, ESS, et on a aussi des structures d'accompagnement que vous allez découvrir aujourd'hui via la MAP 29. Il existe aussi des possibilités de restauration dite commerciale ou privée. Je pense par exemple à SIC Pépite sur Rennes, qui est un restaurant sous forme ESS et en intégration. Voilà un petit peu sur les acteurs. C'est pas du tout exhaustif et on vous repassera en fin de webinaire aussi un certain nombre de ressources qui va vous permettre, si vous le souhaitez, d'approfondir ces différents acteurs et les contacter au besoin. Et vous aurez effectivement le support de présentation avec tous les liens internet là-dessus. Pourquoi intervenir du coup ESS, alimentation, agriculture? Je voulais revenir également très rapidement sur les champs d'action des collectivités territoriales. Dans le domaine de l'alimentation, on pense souvent à la restauration collective et à la commande publique. C'est ce que nous allons voir ce matin. Les collectivités peuvent aussi intervenir de manière plus globale sur 12 champs d'action. Je ne vais pas les renommer, mais qui vont du foncier agricole au tourisme, à la valorisation des pratiques touristiques, qui vont intervenir directement aussi sur les filières agricoles et alimentaires du territoire.
Et enfin, pourquoi intervenir dans le domaine alimentaire? Parce qu'effectivement, les bénéfices vont être assez nombreux finalement. Agir sur la restauration collective, c'est aussi agir, sur l'amont, le soutien à l'activité économique de son territoire, au développement d'une alimentation saine et locale, donc aussi enjeu sur la santé, sur la qualité de vie, sur le paysage également, sur le climat et la biodiversité. Nous allons voir aussi avec les PCAET ce matin, et la préservation des ressources naturelles. Donc l'ensemble de la filière et de la chaîne de valeur alimentaire peut avoir des impacts et valoriser ces différents échelons-là du territoire. Je vais repasser la main à Mathilde pour réintroduire un peu plus le zoom, du coup, sur les acteurs ESS dans le cadre des marchés publics. Mathilde? Pardon, excusez-moi, je n'avais pas ouvert mon micro. Mais oui, en effet, on a souhaité proposer aujourd'hui ce webinaire sur les marchés publics de la restauration collective parce que ça nous semblait intéressant de pouvoir creuser cet axe-là ensemble. Et c'est un sujet qu'on travaille conjointement avec Lisiane, du coup, avec l'entrée à la fois voilà, structuration de filière et parallèlement voilà, développer des achats durables. Et on souhaitait mettre en avant aujourd'hui ce que peuvent apporter des coopérations avec les acteurs de l'ESS sur ce sujet-là, et notamment mettre en avant que les marchés publics, ça représente vraiment un levier pour plusieurs aspects, à la fois pour soutenir une filière territoriale, et derrière une filière territoriale, il y a aussi des emplois locaux non délocalisables, et ça nous semble important à mettre en avant aussi dans la plus-value pour un territoire. Ça permet de répondre aux enjeux de santé publique. Je sais que Reseco y reviendra, mais c'est aussi voilà, ça participe aussi à ça et ça permet du coup d'améliorer la qualité de l'alimentation, notamment dans les établissements publics et scolaires qui sont gérés par les collectivités. C'est aussi un moyen d'accompagner et de sensibiliser à la transition écologique. Et enfin, ça permet d'atteindre les objectifs fixés par la loi Egalim. Donc là, on a souhaité mettre en avant quelques enjeux. L'ensemble des intervenants ce matin, de toute façon, y reviendront, illustreront ces enjeux et c'est tout. C'est justement ce qu'on a souhaité mettre en avant dans le cadre de ce webinaire. Et simplement redire, en effet, comme je disais en introduction, que ce webinaire, il a lieu pendant la semaine des achats socialement et écologiquement responsables. Et que finalement, les achats, c'est vraiment un moyen, les achats responsables, c'est vraiment un moyen de développer ses relations avec les structures de l'ESS. Et développer les structures de l'ESS, c'est aussi du coup consolider ces achats responsables. Enfin, voilà, ça se nourrit et il ne faut pas hésiter à regarder ce qui se passe cette semaine dans ce cadre-là pour éventuellement vous inspirer et pouvoir voilà, reproduire éventuellement des activités de coopération qui sont mises en place sur les territoires. Je vais passer donc la parole dans ce cadre-là à Patricia Baudin, donc, qui est chargée de mission achat durable à Reseco. Je vous laisserai le soin de représenter Reseco. Et on vous proposera à la fin de chaque séquence un petit temps de voilà, clarification, questions-réponses et des temps un peu plus longs d'échange après les retours d'expérience. Patricia, je te laisse du coup prendre le relais. Bonjour à toutes et à tous. Pour démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet de la restauration collective, une petite recontextualisation. Pourquoi la présence de Reseco aujourd'hui? Reseco, c'est une association qui a été créée en 2006, qui couvre 3 régions, dont la région Bretagne, et dont le leitmotiv est d'accompagner, de soutenir les entités publiques à intégrer une démarche de développement durable dans leurs achats. Donc je rejoins ce que disaient Mathilde et Lisiane en préambule. Historiquement, plutôt des profils de collectivités territoriales de la commune à la région. On ouvre aujourd'hui à d'autres structures comme des centres hospitaliers, des universités. Et l'objectif, c'est vraiment de créer une dynamique qui se constitue sur la slide suivante
en 3 ambitions principales. L'objectif de Reséco, on est une petite équipe salariée, donc on n'est pas des sachants, on est plutôt des rouages pour travailler autour de l'intelligence collective, la transversalité, aller sur une culture partagée de l'achat durable avec des outils divers et variés que l'on déploie à destination de nos adhérents et d'autres qui sont également ouverts à tous. Donc n'hésitez pas à suivre notre site internet, à nous suivre sur LinkedIn avec des thématiques autour de la formation, autour de la sensibilisation, autour des fresques de l'achat durable. Un certain nombre d'outils vous sont proposés et présentés. Voilà pour la petite historique de l'intervention de Reséco. Comme l'évoquait là encore Lisiane, j'ai souhaité prendre le prisme de la santé environnementale. La santé environnementale aujourd'hui, c'est quelque chose qui a un impact fort. Quand on parle de santé environnementale, on ne parle pas de la santé de l'environnement, c'est un travers qu'on pourrait prendre. La santé environnementale, c'est bien la prise en compte des influences de l'environnement sur l'être humain et on est tous plus ou moins soumis dans nos environnements à des polluants. Certains sont plus fragiles que d'autres. On pense aux jeunes enfants, on pense aux personnes âgées, mais aussi aux personnes fragiles. Et il y a des gestes qui peuvent être mis en place, dont des gestes au niveau des achats publics durables, pour permettre que cet enjeu de la santé environnementale ait un impact le plus positif sur la partie restauration collective. Quelques exemples qui sont loin d'être exhaustifs sur la slide suivante. L'alimentation de qualité. Alors c'est voilà, merci. L'alimentation de qualité, ça permet effectivement de limiter les additifs, les conservateurs, donc en allant sur des produits non transformés. On reverra le cadre réglementaire par la suite. La restauration collective durable, elle a aussi un impact sur la qualité de l'air, sur la qualité des sols, sur la qualité de l'eau. Donc aller sur des produits les moins traités possibles, idéalement sur du bio. Une dimension sociale qui semble, enfin qui est importante, qui est régulièrement évoquée par les entités publiques qui gèrent des restaurants collectifs, à savoir que pour certaines parties de leurs usagers, le repas de la cantine pour les enfants par exemple est pour certains le seul repas de la journée. Que vous pouvez avoir des administrés aujourd'hui qui n'ont pas les moyens financiers d'avoir accès à des produits de qualité puisqu'ils sont forcément un peu plus chers. Donc c'est comment aussi entraîner dans cette chaîne vertueuse d'aller découvrir de nouveaux produits, d'aller découvrir de nouvelles saveurs et là encore d'avoir un impact positif en termes d'intégration sociale par rapport à vos administrés. Et puis un autre élément important aujourd'hui, c'est le passage au plat de chauffe, de réchauffe et de service en allant du verre, de la faïence à l'inox pour remplacer le plastique puisque aujourd'hui il est prouvé que il y a des transferts au moment de la chauffe entre le contenant, donc l'emballage plastique et le contenu, et entre autres des phtalates. C'est-à-dire que même avec des produits de qualité et durables, le fait d'utiliser ou d'avoir recours au plastique a aussi une incidence sur la santé de vos usagers. Une fois que ce contexte-là, il est posé, vous avez des outils. C'est surtout l'élément le plus important. Alors un outil réglementaire extrêmement fort depuis 2014, la loi ESS, donc sur les 10 dernières années, on a eu un enchaînement assez intense de lois qui se complètent, qui se renforcent, avec en contrepartie une feuille de route qui a été fixée par le ministère, le PNAD, donc 2022-2025, le plan national pour les achats durables, qui vise 30% de marché intégrant une considération sociale et 100% intégrant une considération environnementale. Aujourd'hui, en tant que collectivité, vous avez la possibilité de vous appuyer sur ce cadre réglementaire, avec plus particulièrement 2 lois qui portent fortement la famille d'achat de la restauration collective. La première loi, les collègues de la CRES en ont parlé, c'est Egalim.
Egalim, loi de 2018 sur la slide suivante. Je vais pas, reprendre, la totalité, de la slide, je pense que c'est une loi qui a été pas mal présentée. On est quand même dans un objectif d'accompagner la transformation à, des produits de qualité, des produits durables, dont des produits bio avec des pourcentages. C'est aussi travailler la saisonnalité, la loi Egalim, c'est, l'obligation, d'avoir, un menu végétarien par semaine pour les restaurants collectifs scolaires, de la maternelle au lycée, un menu végétarien par jour, pour les restaurants collectifs de l'État, donc l'enseignement supérieur, les restaurants administratifs, les établissements pénitentiaires. Une obligation renforcée par la loi climat et résilience, qui pousse à 60 du budget, des produits de qualité et durables sur les produits carnés et poissons. Donc on a vraiment, cette incitation à aller, sur une alimentation, qui a recours à des produits, sains et des produits de qualité, avec une déclaration obligatoire sur l'outil Ma Cantine. Outil Ma Cantine dans lequel, au-delà de la déclaration, vous avez, pas mal d'éléments de rappel sur la réglementation, des, affiches qui sont là encore obligatoires que vous pouvez télécharger. Donc voilà cette première loi. Et sur la loi AGEC, j'ai pas repris, tout l'historique. On a, un zoom plutôt sur les nouveautés, depuis le 1er janvier 2025. Je faisais référence sur la partie, santé environnementale, le plastique utilisé comme, moyen de cuisson, de réchauffe a une incidence, forte. Du coup, la loi interdit, à tous les établissements scolaires et universitaires d'avoir recours au plastique pour tout ce qui concerne la cuisson, la réchauffe et le service. Vous passez donc sur d'autres produits type inox, type, verre en fonction des collectivités. Cette obligation, elle sera applicable au 1er janvier 2028 pour les collectivités territoriales inférieures à 2 000 habitants. Donc il y a une vraie dynamique à mettre en place aussi sur cette thématique-là. Et puis un zoom, un peu plus particulier, vous n'êtes pas forcément, concernés, sur toujours, cette, interdiction du recours au plastique pour les services de pédiatrie, d'obstétrique, de maternité et de centres périnataux. Je le disais, certaines populations sont, plus fragiles ou, plus perméables à leur environnement, et on pense entre autres aux jeunes enfants ou aux personnes âgées, d'où, ce zoom, sur la partie, hospitalière. Donc ce cadre réglementaire, il vous permet d'intégrer dans vos dossiers de consultation des éléments pour favoriser des éléments de qualité, des éléments durables, que vous trouvez souvent sur votre territoire. Et pour enchaîner, un retour rapide sur, les étapes que vous pouvez, mettre en place et activer, pour, construire un dossier de consultation. Je vais revenir, très rapidement sur les 2 premières étapes. L'affichage politique, le fait d'avancer une stratégie, de mettre en avant des objectifs, que ce soit, au niveau de votre structure publique, mais au niveau de votre territoire. On a parmi, les participants un certain nombre de chargés de mission, des PAT. Donc effectivement, utiliser ces outils pour construire votre stratégie d'achat par rapport à la restauration collective. Un accompagnement aussi en interne, travailler en transversalité avec, les responsables de production, les responsables de cuisine centrale. Accompagner aussi les agents, à cette connaissance de l'environnement réglementaire, dans lequel, ils vont travailler demain, même indirectement. Et puis enfin 3 étapes qui pour nous sont 3 étapes piliers. La première, si je prends la comparaison d'une maison en construction, c'est la définition du besoin qui correspond à la chape. La définition du besoin, c'est ce qui va vous permettre, d'aller réfléchir, concrètement aux objectifs, que vous souhaitez travailler, aux enjeux sur lesquels vous souhaitez principalement, vous pencher. Toujours dans cette démarche d'amélioration continue, vous avez, passé des marchés précédents, prendre le temps d'en tirer, des conclusions, des bilans. Ça permet aussi, d'aller dans cette démarche d'évolution, et d'amélioration progressive. Une autre étape qui est extrêmement importante, et un webinaire comme celui-ci, est incontournable, c'est la phase de sourcing.
Alors sourcing ou benchmark, je pense qu'on peut ouvrir sur ces 2 volets. Sourcing parce qu'il est important aussi aujourd'hui, vous en tant qu'acheteur public, d'aller faire connaître vos besoins, surtout quand vous vous adressez à des petites entreprises, à des TPE, à des TPE, à des PME, à des structures de l'ESS qui sont pas forcément équipées, outillées d'un point de vue RH pour surveiller la totalité des plateformes marché public. Donc allez les rencontrer pour pouvoir échanger de vos besoins, de vos attentes. La notion de benchmark, bien évidemment, il y a un certain nombre d'entités publiques aujourd'hui, qui ont, travaillé depuis plusieurs années sur ce choix d'une restauration, collective plus durable. Allez regarder ce que font vos voisins, comment est-ce qu'ils ont pu, mettre en place des outils, repérer aussi, les points à retravailler. Cette définition du besoin et ce sourcing, ça va être les éléments, incontournable pour pouvoir ensuite construire votre marché. Construire votre marché parce que, dans cette phase de rencontre avec les opérateurs, vous allez pouvoir travailler sur un allotissement. On prend souvent l'exemple, des, pommes et des poires. Si vous avez, aujourd'hui sur votre territoire un opérateur, qui est capable de vous produire, toujours en saisonnalité, de vous fournir des pommes mais pas des poires, s'il n'y a pas de fédération ou de réseau, mutualisé, allez, privilégier un lot, dédié pour permettre à cet opérateur de répondre à votre marché. L'autre outil concernant la rédaction des pièces, c'est forcément le cadre réglementaire que je vous présentais, au préalable, donc la loi Egalim et la loi AGEC. Vous avez aujourd'hui d'obligations, de choix en termes de labels. Vous avez les SIQO qui vous permettent de vous appuyer sur le label rouge sur, l'agriculture biologique. Donc, l'outil réglementaire peut aussi vous permettre d'intégrer, des produits de qualité. N'hésitez pas aussi dans le cadre de l'ESS à aller consulter, les structures, spécialisées. On pense entre autres, aux marchés réservés, aux structures de l'insertion ou aux structures du handicap. Vous avez, des opérateurs aujourd'hui qui travaillent sur des thématiques, par exemple comme les légumeries, qui peuvent vous accompagner sur, la transformation, de vos produits, pour, pouvoir, ensuite les transformer dans vos cuisines. Et puis là encore, au-delà des obligations réglementaires avec, les pourcentages qui sont imposés par Egalim, la méthode des petits pas, la méthode du plan de progrès. Si vous avez, demain rencontré un opérateur qui vous propose, des produits, qui correspondent à vos ententes en termes de santé environnementale, qui rentrent dans le cadre réglementaire, mais qui pour autant n'est pas prêt tout de suite à vous fournir le pourcentage exigé par la loi, vous êtes souvent sur des marchés pluriannuels. Le plan de progrès permet de sécuriser et d'accompagner votre opérateur sur, l'augmentation du pourcentage ou des éléments que vous souhaitez mettre en avant. C'est un outil intéressant pour vous puisqu'il y a une vraie démarche de collaboration avec, l'offreur de solutions et c'est aussi une démarche, extrêmement, intéressante pour l'offreur de solutions parce que ça lui permet de sécuriser son process sans transformer complètement, son mode de production du jour au lendemain avec un risque financier qui peut être important. Donc voilà les outils, sur la partie rédaction du marché. Grâce au sourcing, éventuellement un allotissement. Grâce à la réglementation, le recours aux produits de qualité et durables en vous appuyant sur les labels. Et puis cette démarche d'échange et d'accompagnement, de transversalité, je le disais tout à l'heure, avec vos opérateurs via par exemple des plans de progrès. Ces 3 éléments-là sont vraiment, liés les uns aux autres. La définition du besoin, c'est souvent quelque chose qui peut être malmené faute de temps, dans vos environnements. Pour autant, prendre ce temps-là, c'est en gagner sur les étapes suivantes. Ça permet de gagner en cohérence, de pas avoir ce sentiment de frustration, de partir, dans tous les sens et de pas forcément, avoir les résultats escomptés. Et puis, je terminerai sur ces étapes de l'achat durable sur, la capitalisation. Là encore, souvent, c'est quelque chose qui est, assez malmené. Prendre le temps d'analyser le marché qui va bientôt se terminer pour anticiper le renouvellement. C'est, pointer les éléments positifs, c'est aussi, pointer les axes d'amélioration
Là encore, un vrai travail d'échange et de collaboration avec les opérateurs parce qu'ils sont les mieux placés aussi pour vous faire un retour sur la manière dont, le contrat s'est déroulé. Et puis, un élément important, un achat durable, c'est, également un achat qui peut servir de vitrine, à votre structure, à votre collectivité pour mettre en avant cette démarche de prise en compte. Je prenais le prisme de la santé environnementale, donc cette prise en compte de la santé des usagers de votre collectivité. Et enfin, pour terminer, après cette présentation où tout semble, simple et facile, vous avez le cadre réglementaire, vous avez tous les outils de la commande publique qui vont bien. Pour autant, il y a aussi des réalités de terrain, des réalités de territoire, auxquelles certains de nos adhérents Réseco ont été confrontés. Les freins qui sont souvent remontés, je vais commencer par le premier, c'est le ressenti des usagers. Vous pouvez, avoir, des positions, assez, tranchées, que ce soit de la part des parents d'élèves ou même de la part des élèves. Certains de nos adhérents ont vraiment travaillé sur un axe de pédagogie, pour accompagner, pour embarquer, ces usagers-là dans la démarche du marché, en mettant par exemple, enfin en associant les parents d'élèves, sur, la dégustation des échantillons dans le cadre de leur marché, pour que les parents puissent aussi, avoir à comparer et à se rendre compte de l'environnement dans lequel, un repas de cantine se déroule et se met en place. D'autres adhérents ont travaillé avec les équipes enseignantes pour faire en sorte que le repas du midi, c'est pas seulement le temps de pause déjeuner, mais ce soit un moment qui soit inclus dans la vie scolaire de l'établissement. Donc, certains acheteurs, ont, mis en place, des ateliers, culinaires en complément des repas du midi. Certains ont travaillé sur la visite d'exploitation, qui fournissent les produits pour les repas. Là encore, dans cette idée de montrer, de donner à voir et d'expliquer aux enfants, comment ça fonctionne, comment c'est produit, pourquoi est-ce que j'ai choisi tel type de production plutôt que tel autre. Le second frein, qui, vaut son poids, c'est le cas de le dire, c'est le coût. Aujourd'hui, les contraintes, économiques sont assez fortes sur les entités publiques, on le sait. Il y a plusieurs éléments. Premièrement, c'est un choix politique aussi. Certains, adhérents ont fait le choix, d'avoir un coût de repas, plus élevé, que certains de ses homologues, et en même temps travailler sur, un amoindrissement en luttant contre le gaspillage alimentaire. C'est inscrit dans la loi, mais voilà, le mettre en avant aussi. Diversifier, la diversification, aller sur des protéines végétales, aller sur des fruits et légumes de saison, aller sur des légumineuses, puisque, un coût, important aujourd'hui en restauration collective, ce sont les produits carnés et les poissons. Et puis, ça permet, d'aller sur des produits carnés et des poissons de bonne qualité qui certes coûteront peut-être plus cher, mais qui au final en termes de tenue à la cuisson, auront moins de pertes puisqu'ils contiennent moins d'eau. Voilà, des réflexions à faire de cet ordre-là. Et quelque chose qui nous est souvent aussi évoqué, c'est cet aspect de formation. Aujourd'hui, les salariés sont pas toujours formés, à travailler des produits, type protéines végétales, type légumineuses. C'est quelque chose qui s'apprend. On a beaucoup d'outils aujourd'hui qui se mettent en place. On a des structures, on a des associations. Donc allez former, hésitez pas vous à vous former, pour aller travailler des produits de manière différente. Et puis enfin, un dernier élément, concernant les freins, ce qui peut toucher la maturité des opérateurs. Si vous souhaitez, privilégier, des achats de proximité, le localisme étant interdit dans le code de la commande publique encore aujourd'hui, vous avez, et entre autres sur le territoire breton, la chance d'avoir des réseaux assez importants pour vous accompagner. Donc, surtout, ne pas s'en priver. Vous avez, des réseaux comme le réseau comme Réseco autour de la commande publique durable. Vous avez la CRES, qui peut vous accompagner aussi, mais vous avez un certain nombre d'autres acteurs. On pense aux chambres d'agriculture, on pense aux réseaux d'agriculteurs. Je laisserai les témoignages les illustrer après.
En termes de lisibilité, vous, acheteurs, ça vous permet d'avoir, un regard et un accompagnement sur votre marché sans avoir ce sentiment de faire du micro-sourcing et d'y passer beaucoup de temps. Les réseaux sont là, utilisez, abusez-en même. C'est aussi une démarche, de votre côté pour rendre les documents accessibles. Quand on touche les TPE, les PME, les structures de l'ESS, ce sont souvent des entités, qui sont pas toujours à l'aise avec, le monde magique de la commande publique et tout son formalisme. Donc rendre ces documents les plus accessibles possibles, expliquer les jargons. Je vais vous envoyer le DCE avec le CCAP, le CCTP. Vous devrez, me remplir, le BPU et le DQE. Et là, grand moment de solitude, un mot sur 2 est incompréhensible par votre opérateur. Donc voilà, vraiment être dans cette phase d'accompagnement et de sensibilisation et de simplification, pour que les opérateurs, puissent se positionner, tranquillement. La maturité des opérateurs, je le disais tout à l'heure, c'est aussi, choisir un allotissement adapté. Plus vous aurez une vision précise de l'environnement territorial de vos opérateurs, plus vous pourrez construire et adapter votre marché par rapport à leur situation. Et là encore, je le disais, inclure des plans de progrès. Attention à ne pas exclure des opérateurs parce qu'ils ne sont pas prêts tout de suite aujourd'hui. Ça demande des transformations, ça peut demander des investissements financiers de la part des offreurs de solutions. Donc les plans de progrès, sur 2, 3, 4 ans en fonction de la durée de vos marchés permettent, je le redis, de travailler de manière cohérente avec ce regard croisé et de sécuriser en même temps le modèle économique de vos opérateurs. Voici pour la phase de présentation, j'espère ne pas avoir, trop débordé. Merci beaucoup Patricia pour cette présentation et ce partage Merci. à la fois des outils et voilà des leviers qui peuvent être identifiés pour avancer sur ces sujets. Et on a eu une question sur le chat. Peut-être que la personne qui l'a posée peut la reprendre à l'oral pour préciser la question. Il s'agissait sur effectivement les accords cadres en marché réservé IAE notamment. Est-ce que la personne qui a posé la question peut la préciser sa question? Merci. Oui, Bertrand Bernicot de Rennes Métropole. Bonjour, je me permettais je souhaitais avoir la vision de la collègue de Reseco par rapport à, puisqu'il était question des marchés réservés, est-ce que dans cette optique d'achat, vous allez jusqu'à intégrer la dimension de remplacement temporaire d'agents que certaines collectivités mobilisent, que ce soit par exemple Rennes Métropole, plutôt les collectivités locales, en l'occurrence la ville de Rennes, mais aussi le département d'Ille-et-Vilaine comme la région Bretagne. Donc des accords cadres en marché réservé pour du remplacement temporaire d'agents. Oui, il y a eu une première expérimentation, au niveau de l'Ille-et-Vilaine il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises, expérimentation qui a été reprise par un certain nombre de départements, où, on est effectivement sur des marchés réservés, principalement à des groupements d'associations intermédiaires, donc de la mise à disposition ponctuelle, sur des opérations de premier niveau. Donc il y a effectivement possibilité de créer un marché ou de réserver un lot du marché sur le remplacement, des salariés absents, que ce soit, Atsem, ou personnel technique des collèges en fonction de l'entité publique que vous représentez. On a des adhérents, qui l'ont fait, on a des adhérents qui travaillent aussi sur des lots réservés, je l'expliquais, et là on est plutôt sur le secteur du handicap, sur la thématique des légumeries. À savoir que c'est, la structure, du handicap qui gère, l'épluchage, la préparation des légumes pour qu'ils soient ensuite, redistribués dans les différents, sites de préparation de cuisine centrale. Donc il existe, des choses, possibles à faire avec, des structures
de l'IAE, des structures de l'ESS plus largement, qui vont souvent sur des niches et qui sont très, très, très opérationnelles. N'hésitez pas, c'est une mine d'or. Merci pour ces éléments de réponse. S'il n'y a pas d'autres questions, alors plutôt on va dire de clarification, de précision sur la présentation, je vous propose qu'on passe aux 2 retours d'expérience, voilà, pour qu'on puisse aussi se nourrir de ça et en effet, n'hésitez pas ensuite à votre tour poser vos questions ou partager aussi vos témoignages à l'issue de ces retours d'expérience, parce que c'est tout l'enjeu de ces webinaires. Je vais laisser Lisiane introduire les intervenants. Oui, merci beaucoup. Donc après cette présentation un peu sur le cadre général, on vous propose une série donc de 2 territoires, témoignages, retours d'expérience de territoire. Nous allons avoir un premier sur Morlaix agglomération, plus sur les aspects aussi d'accompagnement du temps justement de rencontre acteurs ESS, collectivités locales auprès des cantines scolaires. Donc avec Nathalie Barnet, conseillère à Morlaix agglomération et adjointe en charge de la transition écologique à Morlaix, et Cathy Pichon, chargée de mission restauration collective à la MAP 29. Nous avons également la chance d'avoir Morgane Mazy, du coup directeur des cuisines centrales de Morlaix, qui pourra aussi apporter son retour d'expérience sur comment il a vécu ce projet-là, et suivra du coup un deuxième retour d'expérience autour de Quessenberg Communauté, plus sur les questions aussi de filières émergentes logistiques, donc avec la palette paysanne, également une association locale. Donc pour l'heure, je vous propose de passer la parole du coup à Nathalie Barnet. Et je vous propose dans un premier temps peut-être de vous présenter, de représenter un petit peu le contexte de Morlaix agglomération et comment le sujet de l'alimentation et de la restauration collective est arrivé sur le territoire. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Nathalie Barnet. Comment ça s'est passé? La genèse du projet, on est en fin 2020 et la DRAC avait fait un appel à projet nommé Promotion d'une alimentation saine et durable. À la base, c'était à l'échelle du pays, donc des 3 EPCI. Et puis, seule Morleco s'est portée candidate à cet appel à projet. Et fin 2020, nous avons délibéré à Morlaix Communauté pour pouvoir aller répondre à l'appel à projet. Et on a été lauréat. Les 4 axes qu'a choisi la communauté d'agglo, c'était de lutter contre le gaspillage alimentaire, de nettoyer naturellement. Cet axe-là, il a été plus compliqué à mettre en place parce qu'on a commencé le dispositif en janvier 2021, enfin début 2021, et qu'on était en pleine crise sanitaire. Donc retour aux lingettes, etc. Un retour en arrière sur les pratiques, on va dire, d'hygiène moins chimiques. Et avec la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des produits, disons, chimiques qui coûtent quand même cher, on espérait pouvoir augmenter l'approvisionnement local et durable pour atteindre les objectifs de la loi Egalim. Et le 4e axe, c'était la sensibilisation des convives. On a été accompagné par des associations environnementales comme le CPIE de Morlaix pour pouvoir expliquer aux convives ce que c'est que les légumes, l'alimentation saine, etc., les bonnes pratiques. Et pour ce qui est de l'approvisionnement durable, nous avons choisi de faire travailler un acteur local, en la personne de Cathy Pichon pour la MAP 29, pour nous accompagner du coup à augmenter notre part de bio dans les cantines. Alors pour information, sur les territoires, nous sommes 26 communes. 11 ont répondu à l'appel à projet, donc on souhaitait être accompagnés, et c'est au total 20 cantines qui ont été accompagnées dans le dispositif des cantines saines et durables.
Voilà, bah c'est ce qui est écrit sur le slide. Donc, effectivement, on a sensibilisé plus de 70 classes, soit 1600 élèves. Voilà un peu pour rappel du contexte des cantines saines et durables. Merci beaucoup pour le cadre. Est-ce que du coup, pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020-2021, Cathy, présenter un peu comment s'est fait cette approche après l'obtention du marché et qu'est-ce qui a pu être mis en place avec les acteurs? Oui, très bien. Donc, effectivement, on était dans le cadre d'un marché. On a répondu à un marché. On a été attributaire. Donc, on était vraiment sur la partie approvisionnement. C'est pas nous qui avons fait la partie sensibilisation. C'était bien un autre acteur. L'idée était, voilà, sur les 4 grandes thématiques, d'avoir à chaque fois des acteurs locaux. Donc, sur la partie approvisionnement, effectivement, on était en 2021. On voyait que la loi Egalim, on en parlait beaucoup, mais il y avait encore quelques difficultés à bien l'appréhender, à bien comprendre, et notamment la partie durable. Enfin, voilà, on sait qu'on a les fameux 50% de produits durables. Donc voilà, très concrètement, la MAB a été vraiment sur 2 types d'accompagnement, un accompagnement plus collectif et un accompagnement individuel. Donc sur le collectif, c'était des temps d'échange, concrètement, voilà, entre agents, voire élus des différentes communes et cantines qui étaient engagées dans le dispositif. Et on se rend compte que le simple fait déjà de les mettre en groupe, de les mettre ensemble à échanger, c'était d'une richesse incroyable. L'interconnaissance entre les communes, les cantines était vraiment très importante. Voilà, des retours d'expérience systématiques. Donc voilà, il y avait des petits groupes de travail pour voilà, collaborer, si je puis dire, ou en tout cas échanger sur différents items. Donc ça, c'était la partie plus en collectif. Et sinon, donc la partie individuelle, on était vraiment sur 2 bases, un comment dire, un diagnostic des pratiques. Donc là, effectivement, nous avions apporté, on va dire une méthodologie à Morlaix Communauté, mais là c'est effectivement la chargée de mission Dorothée Legal qui s'est vraiment aussi chargée de faire le relais avec les différentes communes. Donc voilà, il y avait cette méthode de diagnostic, de voir un petit peu, faire l'état des lieux, des pratiques, des moyens humains, techniques, financiers, de voir comment ça se passe, et puis faire des relevés d'achat. Parce que évidemment, on vous parle de la loi Egalim, on est toujours à parler de pourcentage, hein, même si on se focalise pas là-dessus, mais à un moment, ça permet quand même de voir d'où on part, et ça permet justement d'apporter des objectifs, c'est-à-dire vers quoi on veut tendre. Voilà, que ce soit au niveau politique ou au niveau technique, ça permet de faire l'état des lieux de départ et de voir vers où on va. Donc en début de programmation, il y a eu un relevé d'achat pour voir voilà tout ce qui était tout ce qui se passait au niveau des achats de denrées alimentaires, sur la partie bio, sur la partie durable, mais surtout aussi sur les fournisseurs, c'est-à-dire voilà, est-ce qu'on travaille avec des fournisseurs en circuit court, en circuit long, est-ce que ces fournisseurs sont sur le pays de Morlaix, sont français, européens, enfin voilà, on avait vraiment une typologie des fournisseurs, une classification, et ça permet voilà, ça permettait vraiment, pardon, de faire l'état des lieux des achats des denrées alimentaires. Donc un relevé d'achat en début de programmation et un relevé d'achat en fin de programmation pour voir où est-ce qu'on en était, sachant que voilà, on a eu 2 temps en collectif sur aussi cette programmation de cet accompagnement de la collectivité. Donc voilà, ça a permis de voir par exemple en collectif quels étaient les fournisseurs de telle et telle cantine. Et puis encore une fois, voilà, ah bah oui, moi aussi je peux utiliser tel fournisseur, contacter tel fournisseur. Donc voilà, c'était une richesse. Et donc en fin de programmation, on a vu que effectivement certains fournisseurs avaient trouvé des nouvelles cantines, et inversement des cantines avaient trouvé de nouveaux fournisseurs. Maintenant, je reviens aussi à ce que disait Nathalie. On était en période un peu difficile et sanitaire, donc bon voilà, il y avait parfois d'autres urgences à gérer. Donc voilà, tout n'a pas avancé aussi vite qu'on le souhaitait. Par contre, après coup, puisque là on vous parlait que c'était en 2021, 2022, il y a aujourd'hui, voilà, enfin Dorothée pourrait prendre la parole, mais elle a aussi il y a un suivi de ces cantines, et on voit que maintenant, effectivement, il y a de plus en plus de fournisseurs locaux qui ont été engagés auprès de ces cantines, et un taux, voilà, pour revenir sur la part Egalim et la part de produits bio, les taux ont augmenté après. Donc là, on a beau accompagner à l'instant T, on voit que les suites, souvent de ces programmes d'accompagnement, que ce soit individuel ou collectif, ils se font encore des années après, parce que voilà, il y a parfois nécessité voilà, que tous les parties prenantes soient là, et le temps qu'une décision soit prise ou que des changements de pratiques se fassent. Voilà, on voit qu'il y a parfois un petit peu de temps nécessaire pour cette mise en place.
J'ai parlé globalement de ce qui s'est fait sur Morlaix Communauté. Je vois qu'en même temps, voilà, il y avait effectivement ce que pouvait proposer le réseau de manière globale, puisque voilà, il y a, moi je représente la MAB 29 dans le Finistère, petite spécificité d'avoir un GAB, groupement des agriculteurs bio, et une MAB, maison de la bio. Mais voilà, pour faire le pendant sur les autres départements, parce qu'il n'y a pas que des représentants du Finistère, voilà, dans les autres départements, voilà, Côte d'Armor, ça va être MAB 22, GAB 22, en Ille-et-Vilaine, Agrobio 35, en Morbihan, GAB 56, et voilà, le réseau FNAB, globalement, est présent sur toutes les régions ou les départements, et on est vraiment là, effectivement, pour vous accompagner. L'accompagnement se fait, je reprends vraiment les propos de tout à l'heure, on identifie le besoin dès le départ. Donc nous, on s'adapte. Voilà, c'est quoi le besoin, et on va faire des accompagnements à la carte. Certains sont déjà très engagés, mais ont besoin d'aller un petit peu plus loin sur les circuits courts, sur de la production locale, et certains voilà, démarrent de très très loin sur la part de bio, la part Egalim. Il y a aussi des changements dans les équipes, où là on voit que parfois il y a besoin de tout refaire. Voilà, on est là pour faire le lien entre donc, les besoins de la collectivité et la production bio locale. On est vraiment là pour faire le lien vers les fournisseurs, et on va aussi accompagner justement ces fournisseurs et ces professionnels pour qu'ils aillent vers la restauration collective. Et s'il faut accompagner sur les marchés publics, on accompagnera aussi sur les marchés publics pour faciliter l'accès aux fournisseurs bio locaux. Je fais exprès d'employer le mot local, on sait qu'on n'a pas le droit, mais voilà, on va travailler justement les lots, les critères d'attribution pour ouvrir la porte à ces professionnels bio locaux. Et après, on va les accompagner aussi à la réponse. Voilà, réponse en individuel, réponse conjointe. Et là, voilà, je fais un peu le lien pour la cuisine centrale de Morlaix, où voilà, on a eu un petit travail aussi à accompagner justement sur les marchés publics. J'en dis pas plus peut-être pour que Nathalie, Dorothée ou Morgane reprennent la parole, quitte à compléter après d'autres propos. Oui, merci Cathy. Oui, ça peut être intéressant effectivement d'avoir les retours aussi de Dorothée en tant que technicienne, de comment elle a vécu et son rôle un peu dans ce projet-là. Et également, du coup, Morgane, si c'est possible d'avoir un petit retour de comment ça s'est passé concrètement à la cuisine centrale, comment s'est fait la transition et quels ont été les points peut-être plus complexes que d'autres, ou comment ça s'est vécu en tout cas sur le terrain. Dorothée, peut-être déjà sur un peu les petits résultats et le vécu de technique. J'ai pas grand-chose à rajouter en fait, hein. Globalement, effectivement, enfin, c'est vrai qu'Ethyle l'a plutôt dit, hein, les résultats n'ont pas forcément été immédiats. Enfin, quand même pour certaines cantines, mais effectivement, on l'a vu, enfin, ça progresse. Et je pense que ça a progressé plus vite grâce à ce dispositif en fait. Et je pense qu'effectivement, bah, le meilleur exemple, c'est, je trouve, avec la cuisine centrale. Enfin, Morgane, ouais, je pense que vous pouvez peut-être témoigner un petit peu de. Alors, c'est vrai que vous veniez juste d'arriver quand on avait ce programme-là, Cantine saine et durable. Mais enfin voilà, aujourd'hui, les résultats sont plutôt satisfaisants. Mais je vous laisse peut-être témoigner. Oui, merci. Du coup, la cuisine centrale de Morlaix, juste pour la situer, c'est 640 000 repas. Donc nous, on va servir à peu près 22 clients, surtout Morlaix-Court en l'occurrence. En fait, on s'est servi de ce travail au niveau des restaurants scolaires pour s'appuyer en fait sur les résultats pour revoir nos marchés publics. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à 20,8% de produits bio pour 2024, quand à l'époque, on était à 12% de mémoire. En fait, on a tout retravaillé avec la MAB 29, avec Cathy Pichon, entre autres, pour orienter nos productions, sachant qu'on a fait construire entre-temps une légumerie en interne. On a fait le choix de reprendre cette production. Pareil, on a travaillé aussi avec un producteur de pain, on a travaillé avec des producteurs de produits laitiers, donc c'est toujours les solutions, entre guillemets, un peu faciles pour nous, mais parce qu'elles sont présentes sur le territoire, à grande échelle. Mais voilà, ça nous permet aujourd'hui d'être à 21% de produits bio. Sur le site, ma cantine, il arrondit au chiffre inférieur. Moi, j'arrondis au chiffre supérieur. 20,8 pour moi, ça fait 21. Et le prochain axe, ça va être les produits en SICO.
Voilà. Merci. Du coup, pour terminer, est-ce que ce serait possible aussi d'avoir un petit retour de politique plus donc Nathalie Bernet sur les facteurs de réussite, le bilan un petit peu de ce projet, éventuellement les enjeux perçus pour la suite? Alors, nous, on avait un enjeu à nous lancer dans le projet alimentaire, enfin pas un enjeu, mais on avait une demande de la DRAC de faire un projet alimentaire territorial si on s'inscrivait si on répondait à l'appel à projet 29 cantines saines enfin les cantines saines et durables, voilà. Donc, du coup, ça nous a permis de l'inscrire dans notre projet de territoire. Et aujourd'hui, on en est à la phase stratégique de notre projet alimentaire territorial. On a une salariée sur le sujet. Donc, en fait, Dorothée travaillait au pays initialement. Elle nous a rejoint à temps partiel pour travailler sur les cantines saines et durables. Et puis, enfin, elle a postulé pour être sur le projet alimentaire des territoires. Donc, ben, ça, c'est quand même une belle réussite, je trouve, parce que ça veut dire que l'ensemble de l'exécutif de Morlaix Communauté était OK pour parler alimentation dans ses politiques. Hein, c'est pas une compétence obligatoire. Et on a eu dernièrement notre comité de pilotage vendredi dernier. Et très clairement, les équipes présentes souhaitaient mettre le paquet sur la réseau collective pour l'atteinte des objectifs de la loi Egalim, pour l'accompagnement de l'agriculture bio, parce que c'est un vrai levier pour accompagner la filière. Et dans les réussites, c'est qu'on a pu créer un réseau de personnel qui travaille dans les cantines, qui continue à se réunir au moins une fois par an. Cette année, on ne l'a pas fait encore, mais voilà. Et qui ont du plaisir du coup à partager leurs bonnes pratiques. Hein. Je pense par exemple à l'Emmeur ils ont mis en place les serviettes en tissu. Je ne sais plus, Morgane, si on le fait aussi à Morlaix. Euh, voilà, les bonnes pratiques se partagent et cette façon de travailler en réseau est vraiment importante et puis c'est pour eux quand même agréable de voir d'autres collègues du territoire et partager justement leurs bonnes pratiques et leurs problématiques également. Donc nous ça continue dans la durée et puis je tenais à dire bravo aussi à la direction de la cuisine centrale, à Morgane et toutes les personnes qui travaillent à la cuisine centrale parce que c'était quand même les 7 cantines. On partait de 11% de bio, moins d'objectifs et franchement Morgane est très engagée pour améliorer pour augmenter la part de bio et atteindre les objectifs de la loi Egalim. Donc, c'est pas seulement un portage politique, c'est aussi derrière des techniciens qui sont volontaires, voire militants sur la cause parfois, enfin voilà, qui sont engagés en tout cas. Et, euh, et voilà, donc moi je suis heureuse de pouvoir continuer ce sujet-là et je dis vraiment à partager mon expérience avec les autres communautés. Bon, alors je ne sais pas si c'est que moi, mais on vous entend un petit peu plus mal. Je pense que le message est passé. Là, j'espère que vous avez entendu. Donc, il y avait vraiment effectivement cette complémentarité aussi qui était essentielle dans ce projet. Cuisine centrale, animatrice aussi au niveau de l'agglo et acteurs extérieurs. C'est un petit peu les aspects qui sont ressortis. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, est-ce qu'il y a des choses qui vous font résonance parmi les participants sur lesquelles vous voulez réagir? Ça peut être par le chat ou en prenant la parole, comme vous voulez. Pas de réaction.
Moi, j'avais une petite question alors du coup, parce qu'en discutant avec les intervenants, il est ressorti la question quand même, que certains acteurs du territoire ont pu avoir un petit peu peur, de voir la structure, maison de l'agriculture biologique arriver sur le territoire en disant: «Ils vont vouloir tout mettre en bio du jour au lendemain, ça va pas être facile de suite». Est-ce que, voilà, c'est un petit retour que j'avais pu entendre, que ça soit Cathy ou Nathalie. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu comment ça a pu se faire et est-ce que la MAP fait vraiment 100 bio? De quelle manière, c'est pris en compte, ces éléments-là? Oui, c'est vrai que c'est moi quand j'étais dans les cantines, c'est un petit peu une crainte, et d'ailleurs, ça faisait aussi partie de nos conversations préalables avec, la MAB. Excusez-moi, c'est pas audible, il y a des problèmes de son. Ouais, le micro, enfin c'est trop saccadé, on n'arrive pas à comprendre. Ah d'accord. Tout à l'heure, ça fonctionnait à peu près bien. Je sais pas si c'est un faux contact dans le micro ou peut-être se rapprocher du micro. Est-ce que Mais Cathy, fais ton micro? Je suis désolée, Alors, on va essayer ça. des fois, ça marche mieux. Ouais. Est-ce que vous m'entendez mieux? non, la qualité est mauvaise, je suis désolée. Non, ça marche pas. Peut-être que Cathy peut parler du coup. Je crois avoir compris le passage de témoin, que Cathy ferait le relais. Est-ce que vous m'entendez bien? En fait, concrètement, alors je suis tout à fait d'accord. Hein, nous, on n'est pas non plus à vouloir du 100% bio. Encore une fois, on est là pour ramener vers le bio local disponible. Maintenant, en fait, Morlaix Communauté, c'est vrai, avait été très clair dans son appel d'offres, puisque c'était un appel d'offres, et il s'agissait vraiment de la loi Egalim, donc de partir sur les produits durables. Donc nous, effectivement, statutairement, politiquement, on défend uniquement une production bio, mais là, on va dire qu'on s'est adapté. C'est-à-dire que la demande étant de sensibiliser à la loi Egalim et aux produits durables, voilà, on s'est adapté à cette demande et on a présenté vraiment la partie voilà, Egalim et durable et les autres labels, ou en tout cas signes Egalim compatibles. Maintenant, on n'a pas, nous, forcément la connaissance des professionnels des autres labels, mais encore une fois, ça s'est fait naturellement par les échanges en collectif dans les groupes de cuisiniers. Donc, en fait, voilà, tout le monde s'y est retrouvé dans cette partie au niveau de la loi Egalim et des produits bio et durables. Merci beaucoup, Cathy. J'espère avoir répondu. Ouais, voilà. S'il y a besoin de compléments de Morlaix Agglomération, n'hésitez pas à le faire soit par le chat, soit en me renvoyant un mail et je pourrais intégrer les éléments aussi au compte rendu. Est-ce que je retente une dernière fois s'il y a des réactions, des résonances par rapport à d'autres territoires ou des besoins? N'hésitez pas. Sinon, on va passer à la seconde présentation. N'hésitez pas toujours aussi dans le chat. Eh ben, basculons du nord-ouest au sud-est de la Bretagne. Donc du coup, je vais vous proposer un petit retour d'expérience aussi avec Boris Lemaire et Étienne Lebideau. Étienne, je ne sais pas si tu es arrivé. Étienne avait un peu travaillé sur sa ferme, donc devait nous rejoindre. Si tu es par là, tu pourras faire signe. Donc du coup sur Questenberg Communauté, donc de la même manière, ce que je vous propose, c'est d'avoir un premier temps de présentation un petit peu via Boris Lemaire du contexte de Questenberg Communauté et de quelle manière le sujet de l'alimentation a pu arriver, sur le territoire et comment s'en est emparé, l'agglomération, l'EPCI sur le territoire. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son, c'est bon? Ok. Bonjour. Donc du coup, oui, effectivement, dans le cadre du plan climat, parce que nous, on n'a pas de plan alimentaire territorial sur notre secteur, pour des raisons à la fois administratives et à la fois, on va dire,
de capacité de ressources à en mettre en œuvre, on a décidé de ne pas prendre le pli du plan alimentaire territorial. On est seulement 13 communes pour un petit territoire de 23 000 habitants. Hein. Je regardais Morlaix, 2 fois plus nombreux en nombre de communes et quasiment 3 fois en termes d'habitants. Donc effectivement, on sort d'une période 2012-2018 où il y a le Pays de Vannes qui travaille autour de ce PAT, mais sans véritablement intégrer, parce que les élus de Questenberg Communauté n'ont pas non plus pris le pli à l'époque d'avancer sur ce sujet-là. Donc 2020-2021, pendant la période Covid, on rédige notre travail de plan climat. Et le sujet de l'alimentation rentre à l'intérieur de notre plan climat sous l'angle, évidemment, il y a un point d'alimentation durable d'un côté, et puis le côté agriculture complet au sens comment on peut avancer sur notre territoire en agriculture, en sachant qu'il y a un aspect aménagement du territoire aussi. Enfin, il y a beaucoup de thématiques qui peuvent se recouper autour de ce sujet-là. Donc voilà, notre plan climat a été validé tout début 2022. Et à l'intérieur de cela, il y a effectivement la volonté de travailler non pas forcément que nous sur ces sujets-là, mais en partenariat avec divers intervenants. Donc c'est là que le travail s'est fait autour de cet axe numéro 4 hein, que vous voyez ici, l'alimentation durable. Et dans cet axe numéro 4, il y a la partie Egalim, comme il a été présenté juste avant, qui a vraiment été abordé à l'époque dans le cadre d'un travail. Dans la rédaction du plan climat, on a vraiment intégré pas uniquement les élus communautaires, mais tous les élus communaux, parce que on a des communes qui sont très petites avec très peu d'élus, et donc on voulait quand même élargir ce champ-là. Donc dans la diapo suivante, on voit que effectivement, donc ce que je disais, la loi Egalim pour la restauration scolaire, c'est le principal axe qui a été rédigé. Et avec l'objectif de monter en quantité, évidemment, de produits sous signe de qualité et locaux. Tout le monde ne monte pas en même temps dans à la même vitesse. C'est-à-dire que, bon, je vais pas revenir parce qu'il y a une belle présentation de Morlaix, mais nous, on est passé en régie à Questenberg avec quelques communes du territoire, mais pas toutes. Donc, une cuisine centrale qui est partielle sur les 13 communes. Mais l'objet, c'était donc avec ces partenaires que vous voyez apparaître ici, du coup les Prés sur Terre, qui est une association qui fait la promotion de ces activités. On a le GAP 56, la Marmite, donc la Marmite qui est plutôt un incubateur de projets paysans sur notre territoire, on va dire ça comme ça. On avait déjà un chantier d'insertion donc en vol de maraîchage bio qui est soutenu puisqu'ils sont sur des terres communautaires. Voilà, puis d'autres intervenants comme Equalliance sur la partie nutrition. Donc voilà, on était sur ce volet-là, donc le travail aussi sur les protéines végétales, et puis comment on essaye de travailler sur d'autres volets aussi, des repas hors domicile ou à domicile, mais qui sont livrés individuellement. Donc il y a aussi dans ce cadre-là le travail qui a été entamé par la Marmite. Et donc ça, c'est la transition sur la diapositive suivante. C'est finalement un des maillons qui peut être difficile, c'est le lien entre les agriculteurs, les producteurs, transformateurs, parce qu'il n'y a pas forcément que des agriculteurs, hein, on a aussi des agriculteurs transformateurs, voire que des transformateurs de produits locaux et bio. Il y avait eu un gros sujet dans les années 2000 de structuration de la filière autour des légumes principalement, et qui était un petit peu, qui avait périclité. Et l'objet, donc, avec la Marmite, le GAB soutenu par Questenberg Communauté, ce projet de palette paysanne, parce que c'est eux qui sont à l'initiative, mais
l'objet de réfléchir à un outil logistique pour les paysans, les paysannes, et avec vocation à livrer plutôt la restauration collective et ou privée. Donc ça, c'est 2023. Il y a un long moment, donc Étienne pourra, j'imagine, s'il a réussi à se connecter, à rebondir sur ce sujet-là. Mais donc 2023, on est mai 2025. Ça va pas tarder à ouvrir réellement le champ au sens propre du terme, puisqu'ils sont en train de finaliser leur outil de logistique. Mais il y a eu un long moment de travail en concertation sur le territoire et un peu plus au large, parce que Questenberg Communauté étant petit, peut-être que le périmètre de la palette paysanne débordera mécaniquement du territoire. Voilà. Et le travail fait aussi conjointement avec les gestionnaires de cantines du territoire qui ont bien voulu travailler sur le sujet. C'est vraiment de discuter de quels sont les besoins, parce que la logistique doit répondre à la fois aux paysans qui veulent pouvoir écouler leurs produits localement dans différents types de restauration, mais il faut que ça corresponde aussi aux besoins des utilisateurs. Et s'agissant d'une régie communale, nous, on fait à peu près 1000 repas par jour. Voilà, les quantités sont pas les mêmes que si on parle d'un restaurant individuel. Donc le sujet de la palette paysanne, la diapo suivante, on est sur comment ils ont travaillé. Alors, je ne sais pas si Étienne est arrivé, parce qu'il peut peut-être la commenter mieux que moi. Il est arrivé. Ah oui, je le vois. Petit problème de connexion. Normalement, c'est bon. Bonjour Étienne. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Moyennement. Oui. Alors, ça coupe un peu. On va couper nos micros avec Boris le temps que... Alors, est-ce que là, ça marche mieux? On va voir, vas-y. Ouais. Eh ben, je commence et puis vous me coupez si jamais c'est incompréhensible. Je peux aussi couper ma caméra si jamais ça aide. Mais ouais, bonjour tout le monde. Désolé pour ce petit décalage. Je pensais être sur le bon lien, mais j'étais sur l'ancien lien. Donc j'attendais au mauvais endroit. Du coup, moi je suis Étienne Ludo, je suis paysan à la ferme des Volaisons, donc c'est sur la commune de Plouerlin, donc sur le secteur de la Comcom de Questenberg. Et donc dans une ferme qui s'appelle où on est 5 associés et on produit on a une production diversifiée, on est en bio, on a repris une ferme il y a 3 ans et on fait des fromages de vaches, de brebis, on fait des légumes, on fait du pain aussi. Et donc on a aussi des salariés. Et en fait, je suis aussi un des administrateurs de l'association La Palette Paysanne et une des personnes qui l'ont fondée. Donc c'est une idée qui a émergé il y a 2 ans et demi maintenant, dans la veine un peu de réflexion autour de la sécurité sociale de l'alimentation, en se disant que si on a envie aujourd'hui de se réapproprier notre alimentation et de faire le lien de la fourchette à la fourche, et ben en fait il fallait avoir donc une politique publique locale qui allait dans ce sens-là, qu'il fallait qu'il y ait des liens forts entre les décideurs et les décideuses politiques et aussi avec donc les paysans et les paysannes et les acteurs de l'alimentation, mais qu'il y avait un maillon comme ça qu'on n'avait pas aujourd'hui, parce qu'en fait, on voit bien le listing là que je viens de faire, c'est possible d'avoir des paysans qui soient volontaires, dynamiques pour transformer un peu l'alimentation du secteur. C'est possible d'avoir des politiques, des mangeurs, des mangeuses aussi qui soient engagés, des cuisines qui soient motivées, mais en fait, il y a un maillon qui est globalement inexistant ou très peu existante sur nos territoires et qui est pourtant nécessaire pour faire ce lien, c'est le maillon de la logistique et de la distribution plutôt. C'est la distribution. Et alors il y a aussi un autre maillon dont je parle pas, c'est la transformation des produits. Le fait est que nous là, souvent il y a des unités de transformation dans les fermes, donc tant mieux. Mais aujourd'hui, force est de constater que quand même beaucoup d'unités de transformation en France ne sont pas forcément appropriées par
on va dire des dynamiques coopératives territoriales localisées. Bref, mais c'est un autre sujet. Là, je suis plus pour parler donc de cette idée de se réapproprier la distribution. Est-ce que du coup ça va, là, vous comprenez quand je parle? En fait, moi, je n'entends pas quand vous me répondez, donc je sais pas. Oui, on a coupé, mais c'est bon. D'accord, bon, ben, je continue alors. Et donc l'idée, c'était donc de créer enfin c'est toujours, hein, de créer donc un acteur de niveau intermédiaire pour gérer la distribution dans un territoire à échelle, on va dire raisonnable, du point de vue de la politique alimentaire. Et donc nous, on a considéré que il fallait donc que cet acteur existe, qui était inexistant, et que l'échelle de fonctionnement, c'était sans doute une échelle départementale qui pouvait être bonne. Donc là, on commence avec la palette paysanne à travailler à l'échelle semi-départementale pour pas démarrer trop fort et trop vite. Donc à l'échelle de l'est du Morbihan, en gros, couper le Morbihan en deux au niveau de Vannes-Auray vers le nord. Et en fait, on s'intéresse dans un premier temps plutôt à la partie est, qui va donc Ploërmel, Vannes, Redon et jusqu'à Arzal au sud. Et donc en gros, l'idée très forte de tout ça, de la palette, c'est donc là sur la diapo, on voit l'idée, c'est d'installer et de pérenniser des fermes paysannes. En fait, pourquoi? Alors, je suis la liste de démocratiser aussi l'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous, et donc de permettre aux paysans et paysannes de se réapproprier les outils de production. Et donc, avant de prendre l'encart jaune, en fait, l'idée, nos deux grandes idées fortes, c'est de se dire, aujourd'hui, beaucoup des maux de nos campagnes, et même d'une grande partie de l'activité économique même à l'échelle du pays, elle est liée aussi à ce qui se passe dans les fermes, c'est-à-dire en fait de la dynamique agricole. Et aujourd'hui, malheureusement, on a de moins en moins de paysans en France. Et on est autour de 350, 400 000 paysans, paysannes en France. Et ce chiffre continue et n'a de cesse de diminuer. Or, en fait, si on examine tous les facteurs d'amélioration de nos agricultures, en France, en fait, on se rend compte que un des très très gros leviers, c'est avoir plus de paysans. Et plus on sera de paysans et de paysannes, plus moins on aura de surface à gérer par tête. Et quand on a moins de surface à gérer par tête, on peut mieux réfléchir à nos manières de les entretenir que lorsqu'on est tout seul et qu'on a 250 hectares à gérer, pour le faire un peu caricatural. Mais en gros, c'est ça. Et ce d'autant plus que quand on est tout seul pour 250 hectares, on a besoin de grosses machines pour les gérer. Et qu'en fait, c'est des machines qui sont qui sont souvent assez simplificatrices pour l'environnement notamment. Mais en fait, c'est aussi des machines qui prennent la place d'emplois locaux. Là où en fait, en installant des paysans, on crée de l'emploi localement et en fait, on crée des dynamiques, on réouvre des écoles, on réouvre. Bref, c'est le cercle vertueux qui peut s'enclencher à nouveau. Et en fait, il y a un objectif qui est d'installer. Ça, c'est l'atelier paysan qui le porte, mais même plus largement le réseau Impact, qui porte l'idée d'installer d'être à 1 million de paysans et paysannes d'ici 2040. Et ce serait un objectif désirable. Et en fait, aujourd'hui, si on prend par exemple la Comcom de Questembert, si on veut passer de 350 000 à 1 million, en fait, on multiplie par 2,5, 3 le nombre de maraîchers, maraîchères, le nombre de fromagers, le nombre, etc. Et en fait, concrètement, il n'y a pas de marché. Hein. Aujourd'hui, je sais pas, nous on vend des fromages notamment en bio. Pour s'installer, il a fallu quand même jouer des coudes, jouer des coudes en conciliation et en discussion, mais en fait c'était pas du tout gagné. Les places sur les petits marchés bio, c'est bien joli, mais en fait c'est pas extensible à l'infini. Quand bien même on est dans un territoire qui est assez attractif, le Morbihan, et dont la population augmente. Mais en fait on est quand même un petit peu dans le besoin d'avoir d'autres circuits qui pérennisent un peu tout ça, d'où la palette paysanne qui permet de faire changer d'échelle nos produits paysans et de les rendre accessibles à d'autres niveaux en fait de la chaîne alimentaire que sont les restaurations collectives et les restaurations hors domicile. D'où l'idée que la palette en fait elle fasse ce truc de pérenniser l'activité de certaines fermes, mais aussi de générer un phénomène d'aspiration, de changement d'échelle pour installer davantage.
y compris dans des secteurs dans lesquels les marchés bio sont déjà bien implantés. Voilà. Et deuxièmement, la palette, elle permet de rendre accessibles nos produits aussi via une forme de socialisation de l'alimentation en proposant dans les assiettes des uns et des des autres, quel que soit leur niveau de vie, leur classe sociale, de leur proposer en fait des produits de qualité qu'ils n'auraient pas forcément pu se payer en allant eux-mêmes au marché. Voilà. Donc ça, c'est un des forts enjeux pour nous de la palette. Et du coup, Lisiane, juste sur la diapo précédente, tu as passé la suivante peut-être parce qu'il faut que j'accélère. Je sais pas si je suis peut-être trop lent. Mais en gros, voilà, j'ai peut-être déjà tout dit, mais de quoi s'agit-il? Ça, je l'ai dit, donc une plateforme logistique qui est portée par les paysans paysannes, mais dans laquelle on a aussi en gouvernance d'autres personnes. On est vigilant à ce que les paysans et paysannes soient majoritaires dans le quorum, enfin en fait dans les administrateuristes. Et donc c'est pour qui donc la restauration hors domicile, scolaire, entreprise, médico-sociaux, etc. Mais aussi hors domicile, on inclut aussi les restaurants commerciaux et les métiers de bouche. Et donc par qui? Bon ça actuellement, donc ça c'est juste plus très à jour, juste la dernière phrase là, par qui? Parce qu'on a dit on est accompagné par l'association La Marmite. Là c'est la fin de l'accompagnement, ça y est, on commence à voler de nos propres ailes avec cette association qui est devenue une structure employeuse depuis juste 1 mois. Et donc là on a on a 2 salariés, on a un camion en location, on a un local, on a une plateforme en ligne sur laquelle on peut réserver tout ça. Hop, et tu peux passer la diapo suivante. Du coup, alors pourquoi donc voilà, je crois que j'ai un peu déjà répondu à ces questions. Alors, rendre accessible, développer des nouveaux débouchés, proposer un service logistique. Il y a aussi un autre élément quand même qui est assez fascinant, enfin avec un peu d'ironie, c'est que nous, on se retrouve souvent à faire des tournées chaque ferme qui vend un peu en circuit court va faire des tournées dans des magasins des épiceries du coin. Et en fait, fréquemment, nous, on se retrouve à se suivre entre camions de livraison de notre ferme avec une ferme voisine, avec une autre. Et en fait, on passe de magasin en magasin, on se suit et juste, on a les mêmes tournées, quoi. Et donc ça fait pas sens sur le plan de l'optimisation du temps de travail et donc du bien-être du travail des paysans. Et ça fait pas non plus sens du point de vue des émissions de carbone. Donc, on considère qu'il y a vraiment un besoin là-dessus de services logistiques et donc de reterritorialisation du système alimentaire. Voilà. Et donc comment donc faire le lien gestion. Donc nous l'idée c'est de pardon, j'ai un problème de batterie. Oups, je vais juste brancher mon ordinateur, ça me prend 1 seconde. Voilà, c'est bon. Pardon. Et donc comment on s'y prend? On fait à la fois donc le lien nous entre on va faire le lien, enfin on le fait déjà en partie, mais on n'est pas complètement aujourd'hui lancé. On va lancer vraiment la phase d'expérimentation progressive là dans 2 semaines. Et donc l'idée c'est de faire du lien nous on gère les commandes via une plateforme Socléo en ligne. Sur laquelle c'est une sorte de catalogue en fait, et les gens viennent dessus et puis cliquent sur, les acteurs de l'aval, donc les personnes qui nous commandent vont pouvoir cliquer dessus, décider des produits qu'ils veulent avoir et sous quel délai. Et ensuite, nous on gère la commercialisation et toute la partie administrative, la facturation, les livraisons et tout ce qui sont émis. Et on gère aussi avec la palette la collecte sur les fermes. Donc c'est ça en fait le grand changement, c'est qu'en fait les fermes du coup n'ont plus à elles aller livrer, c'est que en fait la palette propose une collecte. Et la palette ensuite stocke dans son local, son entrepôt, et ensuite va livrer chez les utilisateurs, en fait les clients, quoi. Donc les cuisines centrales, etc. Voilà pour cette diapo. Super, merci. Du coup, peut-être un peu. Oui, peut-être plus aussi à double voix, effectivement, peut-être, il y avait une expérience où il y a un peu plus de recul sur les résultats. Là, c'est aussi, du coup, un retour d'expérience sur l'émergence d'outils, de structures ESS
qui vont répondre à un besoin de territoire. Donc on n'a pas autant de résultats et de retours, mais peut-être effectivement globalement, donc je peux te laisser la parole Étienne dans un premier temps, quels sont les enjeux perçus sur le territoire par rapport à la palette paysanne, et puis on repassera la parole aussi à Boris Lemaire sur plus globalement pour Questenberg Communauté et la restauration collective, comment sont perçus aussi les enjeux à venir et les liens possibles avec des structures ESS. Il y en a beaucoup aussi qui fournissent la restauration collective sur le secteur. Ouais, du coup, nous on a, ah oui, l'idée que en fait donc ouais, en effet, on a peu de recul. On a quand même, nous, le recul de plusieurs plateformes logistiques qui qui n'ont pas fonctionné enfin, proche, en fait, autour de Redon, notamment. Il y a eu des tentatives qui n'ont pas tout le temps bien fonctionné, pour différentes raisons à chaque fois. Mais quand même, un dénominateur commun, c'est la question du modèle économique, en fait, d'une telle structure. Parce que aujourd'hui, la concurrence est rude quand même, hein, sur les questions de distribution. En fait, force est de constater, quand on pense distribution aujourd'hui, on pense que à des géants de la distribution en France. On pense très rarement à des petits, je sais pas, des petites boîtes qui existent à gauche à droite. Donc il y a des économies d'échelle très importantes et du coup une concurrence et un prix de revient qui nécessiterait à nous nous nécessiterait de démarrer tout de suite avec des gros volumes et avec un gros niveau d'expertise, un gros niveau de finesse logistique, et donc c'est pas notre cas. Donc en fait, on est obligé nous de commencer à fonctionner avec des finances et des aides, des subventions, d'où l'idée d'où le fonctionnement de l'association pour démarrer. Et donc on recherche des finances. On a déjà eu d'ailleurs une déconvenue là pour ce qui est de cette année en cours, avec un souci. Enfin là, on a une subvention qu'on pensait obtenir de la part de l'agglo de Redon, et donc qui tombe pas. Et donc en fait, on recherche là, très activement depuis juste 10 jours des solutions pour pour pas finir l'année en négatif. Voilà, donc c'est ça, donc c'est consolider et développer le modèle économique, et donc modèle économique qu'on développe aussi en appui sur la partie de l'optimisation logistique, parce que en fait, en gros, la palette là, le modèle, c'est on met 20% de marge. Enfin, on va collecter les produits, on les achète un peu moins cher aux paysans parce qu'en fait, on leur délivre un service de vente et de livraison. Donc en fait, ils peuvent nous proposer un prix un peu moindre, légèrement moindre, hein, quelques points de pourcentage en moins. Et en fait, nous, après, on réapplique une petite marge, on l'achète à un certain prix, on applique une petite marge, et donc ça nous fait 20% de marge. Et ces 20% permettent en partie de financer l'activité, mais on a besoin de subventions, et surtout on a besoin d'optimiser les charges, de pas faire des tournées qui nous rapportent, enfin qui nous font rouler beaucoup trop, de remplir au maximum le camion, de pas revenir à vide, etc. Et donc là, pour l'optimisation, on est en lien, et c'est chouette, avec l'école supérieure de logistique industrielle de Redon. Et donc on travaille de concert avec un groupe d'étudiants qui se renouvelle chaque année, et qui nous aide à prendre les bonnes décisions là-dessus. Mais en tout cas, ça, par exemple, le partenariat avec Leslie n'a été possible que grâce à la mise en réseau avec des acteurs du territoire, en particulier avec Questenberg Communauté, lors des copiles qu'on a fait ensemble, puisque Questenberg Communauté nous finance depuis 2 ans. Et en fait, c'était en discutant que l'un des élus en présence nous a parlé de cette école logistique, et nous a conseillé fortement d'aller les contacter, quoi. Donc ça, c'est une des synergies fortes. Après, il y a forcément ce qu'il faut voir aussi, et qui, en particulier pour vous, dans l'accompagnement potentiel de futurs projets comme ceux-ci, c'est de voir qu'il faut vraiment laisser du temps, que c'est des modèles encore peu connus, que si on veut vraiment en faire un outil de concertation territoriale qui serait en fait qui est complètement dans la lignée des PAT, mais en termes d'action, quoi, enfin de débouchés d'action réelle d'un PAT, il faut vraiment laisser le temps. La concertation est essentielle avec
entre les acteurs de l'amont et les acteurs de l'aval, donc paysans, restaurateurs, et se mettre d'accord aussi. Et puis en fait, après, c'est tout le montage d'un projet, vous l'imaginez, que ce soit la recherche de financement, le recrutement de salariés, trouver le local, etc. Enfin, c'est de l'aménagement et des choses très concrètes ensuite à mettre en route. Sachant aussi que si on veut que ce soit porté par des paysans paysannes, bah, il faut que ceux-ci aient du temps. Et c'est pas non plus gagné, quoi. D'avoir des paysans qui aient du temps à consacrer à des nouveaux projets comme ceux-là, qui sont d'autant plus un peu fragiles parce que bah, on n'a pas encore beaucoup de certitude là-dessus. Donc d'avoir vraiment l'appui des EPCI et des politiques locaux, c'est extrêmement précieux. Voilà. Et puis bon, on était soutenir l'expérimentation, l'innovation, notamment le lancement. Alors là, la palette, c'est de l'achat-revente. Donc qui dit achat-revente dit besoin de trésorerie important, parce qu'en fait, on achète en janvier et du coup, on revend. On débourse en janvier. En fait, on récupère que minimum un mois après, mais des fois, ça peut être 2 voire 3 mois après. Donc en fait, on a un fort besoin en fonds de roulement. Donc de la trésor. Et puis on a un besoin, voilà, de faire de continuer à faire réseau en partie, voilà, pour ces questions de bons plans pour le lancement, par exemple. On recherche des locaux, il peut y avoir des aides qui soient pas forcément que financières, mais aussi des aides après sur des liens avec des cuisines centrales, par exemple, avec Boris, le maire, et le lien qu'on a avec Estanvert Communauté, et du coup la semaine dernière Maxime Picard qui est élu aussi, qui nous disait que en fait la palette aurait sans aucun doute sa place dans un fournisseur de la cuisine centrale lorsque le marché le pourrait. Et donc voilà, ça nous aide beaucoup, ça nous appuie, ça nous permet de marcher sur un terrain qui soit plus stable et d'imaginer les choses plus sereinement pour l'avenir. Merci beaucoup, Étienne. Je veux bien repasser effectivement la parole aussi à Boris Le Maire, qui m'a en plus renvoyé entre-temps une petite présentation très intéressante que je pourrais transférer dans les ressources avec son accord. La petite question, du coup, je lis engagement politique en 2021, cahier des charges restauration collective, 100% local ou bio ou éthique. On est en 2025. Quelles sont du coup les étapes? Alors, il y a eu le Covid entre-temps, il y a eu la crise d'inflation et autres, mais voilà, où en est un petit peu Questember Communauté et quels sont les grands enjeux pour vous pour les années à venir? Du coup, le sujet de la palette paysanne rejoint celui qui a été présenté précédemment par Morlaix, c'est-à-dire que pour arriver à une régie sur un territoire comme le nôtre, on a fait tout le travail d'allotissement en amont pour se dire comment on fait pour être au plus proche des possibilités du territoire, sans parler de localisme, mais même si moi politiquement je peux afficher la volonté d'être en 100% local et ou bio, une fois qu'on rentre dans la commande publique, tout d'un coup ça devient un petit peu plus spécifique. Donc le travail qui a été fait va permettre à la palette paysanne de s'intégrer à l'intérieur de cela. Alors nous on est sur une régie avec un marché de 3 ans. C'est 2+1, mais avec nos fournisseurs. L'objet a été de saucissonner le marché. On a une vingtaine de lots et ils s'intégreront dedans à partir du moment où ça correspondra à l'un de nos besoins. Mais lors de la reconstitution des prochains lots, on pourra travailler plus intimement avec eux en amont. Ça, c'est le vrai point. Dans la réalité, la régie de Questember fournit donc les communes de Lozac, Limerzel, mais aussi tous les accueils de loisirs. Donc c'est un sujet qui est intéressant pour nous. On a travaillé comme ça avait été présenté tout à l'heure par Morlaix, donc avec le GAB et avec la SIC Nourrir l'avenir qui nous a beaucoup accompagnés. Et puis on est sur un marché de 300 et quelques mille euros. Donc on a travaillé sur les petits lots parce que c'est là où on a le travail le plus fin, mais aussi sur les autres lots. À ce jour, parce que la régie a démarré au mois de septembre, on est dans nos objectifs en sachant que le résultat de tous les appels d'offres qu'on avait menés
nous amène globalement à 75% de produits issus de l'agriculture bio. Et puis, on était à 95% de produits locaux en intégrant Nantes, parce que nous, on est vraiment effectivement tout près de la région nantaise et que les fournisseurs de ce côté-là du territoire sont plus proches que ceux du pays Léon, on va dire les choses dans les faits. Donc voilà, et puis surtout, moi je pense que c'est là l'enjeu en fait, c'est comment on se projette. C'est surtout l'angle finalement, c'est de parler de produits frais, de parler de produits locaux, même si encore une fois dans les appels d'offres, on peut pas le dire aussi finement que ça. Mais au final, il y a que les acteurs locaux qui pourront répondre à ces marchés qu'on propose. Donc finalement, voilà, on est assez à l'aise pour avoir travaillé là-dessus. J'ai entendu tout à l'heure les freins. Pour moi, la principale angoisse, c'était pas le travail technique d'allotissement. On est sur un territoire, ça a déjà été dit, où il y a beaucoup de producteurs ou de transformateurs qui peuvent répondre à tout par des marchés. Le plus gros enjeu, et on continue de le vivre au quotidien sur une régie, c'est nous, parce que c'était un passage en régie qui était c'est l'aspect RH, c'est d'avoir les bons agents pour gérer et produire la restauration au quotidien. On a cette chance d'avoir des effectifs qui vont bien, mais j'ai toujours l'angoisse que mon gestionnaire ou que mon cuisinier en chef tombe malade, et comment on fait pour sortir des repas, en sachant que nous, la cantine, elle tourne 365 jours par an, parce qu'on fournit aussi la crèche et la résidence d'autonomie. Donc matin, midi et soir sur la résidence autonomie et 365 jours par an. Donc c'est un enjeu quand même aussi de ce point de vue-là de continuité du service. Et s'agissant enfin, le point qui a été un petit peu abordé dans les autres freins, le prix. On arrive au bout de l'exercice. L'année 2024 était une année qui était intermédiaire, parce qu'on avait encore notre marché avec Ensemble jusqu'au 31 août, et on a démarré le 1er septembre sur la régie. Sur toute la première partie de l'année, on est tout compris, parce que j'intègre aussi le personnel de cours et le personnel de service. Dans les communes, on est obligé de le faire sur la facturation. On arrive sur la toute première partie de l'année, on était à 11,48 avec Ensemble euros. Et nous, on était à 9,83 au final sur la fin de l'année. Alors, on va recaler le sujet parce qu'on a recruté entre-temps, parce qu'en termes de RH, encore une fois, on tâtonne et on avance pas à pas. Mais on estime qu'on sera à moins de 11 euros le repas, plus évidemment toute la prestation du midi. Voilà. Et si on regarde les prix de sortie pour les communes aux alentours, parce que là, pour le coup, je sors le prix, le coût du service et le coût de la surveillance des animateurs. Avec la livraison, on sort des produits livrés sur les cuisines satellites à 4,30 €. Et donc on est plutôt plus performant en réalité que ce qui était présenté avant, mais on compare en plus des choses où on était juste à la loi Egalim, alors que nous on propose, on a explosé les compteurs de ce point de vue-là. Donc à ce jour, c'est positif à peu près dans tous les éléments. Et on fera un vrai bilan au bout d'un an complet de travail, parce qu'il peut y avoir aussi des périodes où c'est un peu plus compliqué, soit en termes d'appro, soit en termes de production. Je pense à l'été où il va falloir gérer la partie RH derrière. Merci beaucoup. Donc effectivement, c'est pas exhaustif, les webinaires. On n'a pas forcément évoqué effectivement les questions des saisons aussi, qui sont très très prégnantes dans la restauration collective, et d'autres sujets. On pourra y revenir dans le bilan. Je peux prendre des réactions s'il y en a, ou si ça fait réagir, ou si certains veulent témoigner aussi de ce qui se passe sur leur territoire, soit par le chat, soit en prenant la parole. Personne n'a un petit retour d'expérience complémentaire, ou un projet de résonance? Bon. Est-ce que dans les intervenants aussi, que ce soit à Morlaix,
qui a envie de réagir sur Questenberg Communauté ou inversement, il n'y a pas de souci non plus si ça fait écho à des envies. Je retiens quand même que la question RH est revenue dans les 2 dossiers aussi en question ou en témoignage. Donc ça peut être un sujet. Et sur cette question des filières, en complément de ce que disait Étienne, la CRES devrait être accompagnée par l'Institut d'Agro aussi sur 2025-2026 pour une petite étude de projet tutoré pour recenser les projets émergents en filière logistique, et essayer de soutenir aussi ces initiatives locales qui sont plusieurs maintenant à émerger sur les territoires pour voir un petit peu comment on peut avancer sur ces sujets-là. Pas de réaction? On passe au bilan? Je veux juste peut-être rajouter dans le cadre du plan climat, on a une autre, voilà, il y a une expérimentation au niveau de la région qui se fait par EPCI concernant le sujet de la transmission de la partie Oui. les fermes. Nous, on est rentré aussi dans ce sujet-là et on travaille en complément donc entre la Chambre d'agriculture, la CIVAM, la SIAP. On travaille, on a beaucoup de partenariats autour de l'agriculture, autour de ce sujet-là, de l'installation. C'est-à-dire que ce que disait Étienne tout à l'heure, c'est faut structurer la filière, mais il faut aussi accompagner. Donc, on est en expérimentation sur l'échange parcellaire avec la Chambre. On est en expérimentation. Alors, je sais que pour le coup, dans le Finistère, ça a travaillé depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et en gros, on a beaucoup de sujets qui finalement concourent aussi de ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment, il y a une cohérence sur la totalité de ces sujets-là. Et donc, c'est vraiment important de se dire qu'on doit agir sur tous les éléments autour de ça. Et là, pour le coup, je ne peux que rebondir, c'est que ça fait partie des engagements politiques à notre mesure sur lesquels on peut pousser ces curseurs le plus possible. En revanche, moi, la conclusion que je pourrais faire, c'est quand même de voir que nos agents dans nos régies sont quand même bien contents de pouvoir travailler des produits locaux. On a parlé un peu de produits frais et je l'avais dit en off, mais moi, un des seuls éléments, parce que j'ai laissé faire les autres agents, les élus des comités, moi, mon sujet, c'était impensable de se dire qu'on prenait du poisson surgelé dans nos cantines alors même qu'on est à 30 km de la mer et donc on a supprimé tout le poisson surgelé et on n'est que sur un poisson qui vient d'un marailleur redonné et donc c'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Effectivement, hein, c'est un ensemble, hein, là, on l'a vu, on a commencé par les chaînes alimentaires. Donc je crois effectivement que Questenberg Communauté est dans les territoires tests avec accompagnement aussi via Véronique Lucas de l'INRAE, en binôme sur Dinan Agglomération, donc un territoire nord, un territoire sud aussi. Sur ces questions-là, nous avons organisé un webinaire sur les questions plus installation, transmission il y a un petit mois. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous renvoyer aussi le diaporama avec l'ensemble des intervenants, SIAP, CIVAM. Il n'était pas enregistré, mais en tout cas, je peux vous transférer la présentation. Pardon. Oui. Pour Morlaix, simplement, je voulais dire que la présentation de Questenberg, elle est très inspirante et on aimerait bien peut-être revenir vers vous pour des questions par rapport à nos travaux PAT qui nous inscrivent aussi dans notre plan climat. On l'a arrêté hier. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très sans intéressant. souci, Laura, qui est la chargée de mission plan climat, peut faire le lien sans problème et trouver les moments d'une rencontre et d'un échange. Je ferai le lien entre les agents beaucoup. sans aucun souci. Moi, ce que je retiens du coup, bon, c'est assez régulier, mais les facteurs de réussite, on est sur le portage politique qui est fort. Ce que je trouve intéressant, c'est que les 2 territoires ont abordé finalement l'alimentation et la restauration collective avec le cadre politique différent. L'un a utilisé un appel à projet et a permis d'aller vers de l'émergence de PAT. L'autre se disant, en fait, les PAT sont pas adaptés là à notre territoire, basculons sur le PCAET. Donc finalement, on peut aussi adapter les actions et les missions du territoire en fonction du coup des enjeux, de l'historique du territoire, effectivement, Questenberg Communauté. Et il y a eu un projet alimentaire à l'échelle Pays de Vannes un peu plus important et un PAT reporté par le
par le PNR Golfe Morbihan, il me semble. Donc voilà, les approches et les entrées peuvent être différentes, mais la volonté politique derrière est bien la même. C'est toujours important du coup de bien définir son territoire, son diagnostic par rapport à ses envies et ses besoins et de mobiliser du coup les bons acteurs. Là, on vous a présenté la MAP 29 et la palette paysanne en émergence. On aurait pu parler aussi de la SIC Nourrir, de légumes bio 56, Manger bio 35. Voilà, vous avez un certain nombre de structures et je vais revenir dans les ressources que vous pouvez aller prendre contact. Il n'empêche que les acteurs économiques sont présents sur les territoires. Les réseaux sont là pour vous soutenir en cas de besoin. Et si vous ne trouvez pas, revenez vers la CRES, on arrivera à mobiliser la bonne personne ou le bon acteur. On est toujours cependant sur des projets qui dit agriculture, alimentation, on va pas augmenter ou diminuer un troupeau de vaches en 2 jours. Donc de la même manière, on est sur des temps de construction longs. Il faut arriver à accepter aussi ce temps qui correspond pas toujours au mandat, mais qui nécessite d'avoir ce lien entre cuisine, techniciens, acteurs de l'économique, afin de construire quelque chose de solide sur le territoire et s'inscrire du coup sur le temps long. Voilà un petit peu mon bilan, moi, de cette session. On voulait vous représenter très rapidement aussi, du coup, les ressources que vous retrouverez dans les documents et auxquelles on pourra ajouter 2-3 petites choses éventuellement avec l'accord des uns et des autres. Donc vous avez, le guide, pour de nouvelles coopérations et solidarités, agriculture et alimentation, qui est un peu le cœur du lancement des missions agriculture et alimentation au sein de la CRES, hein, suite à son inscription dans la stratégie régionale ESS, qui va être revotée cette année. Donc, on espère que ça sera maintenu, je l'espère. Vous avez aussi des fiches repères SS qui sont publiées par le RTES, enjeux et leviers d'action des collectivités locales sur l'alimentation durable, et un kit spécifique pour les communes et les intercommunalités. Vous avez un guide justement beaucoup plus transversal qui s'appelle Quand les collectivités s'emparent des questions d'installation-transmission, qui est extrêmement intéressant puisqu'il va aller s'emparer justement des questions de l'alimentation de manière générale, de la restauration collective, mais par le biais de l'installation agricole. Et enfin un guide aussi de Brud'aide que vous pouvez retrouver, Quel dialogue et coopération pour les territoires. Et enfin, pour finir à l'heure, quelques textes de référence qui ont été présentés et je voulais surtout revenir sur des plateformes en ligne. Donc vous avez Parcelle, donc là aussi c'est un peu général, hein, mais Parcelle a un outil de simulation de la transition agricole. Donc vous pouvez rentrer votre territoire et vous aurez les indicateurs en termes de surface agricole nécessaire pour alimenter votre population, votre cantine scolaire ou votre EHPAD, et du coup les besoins alimentaires en lien. Vous avez également Passerelle paysanne, qui est une cartographie des acteurs de l'accompagnement agricole, à l'installation agricole et plus généralement. Donc on a Sol, les FADEAR, Terre de Liens, le réseau CIVAM, Reneta, réseau Crefad. Vous avez aussi la plateforme Les Contacts des PAT, le site Carteco qui est spécifique aux acteurs de l'ESS. Donc je vous ai mis en cours de référencement puisque la mission agriculture alimentation n'était pas présente en Bretagne, donc je suis en cours d'alimentation. Donc vous y retrouverez notamment très prochainement les GAB et MAB qui peuvent vous accompagner sur ces aspects-là. Et j'ai oublié un site que je rajouterai, Cathy m'excusera, j'ai oublié le nom, une plateforme également du réseau FNAB, qui permet d'avoir des retours d'expérience eau et bio, donc sur l'entrée ressources en eau, mais qui intègre du coup les enjeux aussi d'installation, transmission et alimentation. Voilà un petit peu sur les ressources qu'on peut vous proposer. Il est 11h59, nous finissons à midi. J'aurais bien proposé par contre, si le département d'Ille-et-Vilaine est d'accord pour me transmettre les informations sur les questions de remplacement intégrées au marché, je pourrais le rajouter aussi peut-être en ressources inspirantes ou un contact éventuellement. Et du coup, les documents aussi sur les marchés publics de Questembert communauté, de Questembert. Est-ce que c'est diffusable ou pas, Boris? Je sais pas si ça peut intéresser, qui m'a été transmis ce matin.
Hop, je remets le micro. Oui, excusez-moi. Oui, c'est diffusable. Ça a été diffusé en conseil municipal au mois d'avril 2024. Vous pourrez, on a fait un premier bilan tarifaire là hier soir au conseil municipal, mais on fera le bilan réel au bout d'un an de fonctionnement sur les filières chacun des lots et sur les tonnages réellement utilisés pour être factuel sur là où on en est. On fera ça plutôt, je pense, à la rentrée de septembre, mais je pourrais les diffuser quand même. Je pourrais vous les fournir à ce moment-là. Avec plaisir. Ok, super. Merci beaucoup à tous. Si vous avez quoi que ce soit en questionnement, en besoin de mise en relation entre territoires et autres, n'hésitez pas du coup à nous recontacter directement. Moi, je pourrais faire le lien. Effectivement, je m'occupe dès la fin du webinaire de mettre en relation Dorothée et Laura du coup entre Morlaix et Questembert. Et n'hésitez pas si vous avez besoin à me recontacter également. Et peut-être pour compléter, Lisiane, en effet, si ce webinaire a été inspirant pour vous et que ça vous permet de mettre en place des outils, ou en tout cas que vous souhaitez avoir une démarche qui va dans le sens de mettre en place des marchés de restauration collective durable, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi, puisqu'on travaille en proximité aussi avec Reséco et avec Lisiane, et à la fois on a une démarche d'accompagnement et aussi une démarche de capitalisation et de valorisation. Donc on reste vraiment à l'écoute de vos retours d'expérience. Donc n'hésitez pas à nous en faire part sur les suites données à ce webinaire. Et voilà, un grand merci aux intervenants et aux intervenantes d'aujourd'hui d'avoir partagé leurs expertises et leurs témoignages. Et je crois qu'on s'est tout dit. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire également. Merci. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée, merci. Merci. Au revoir.